Des conflits internes agitent le Conseil pour la réconciliation nationale. Le président Radonarmapian entre en scène pour résoudre les différends. Si les Chinois à bord du Minh Tây Line persistent et signent qu'il s'agit d'un navire de pêche, les autorités locales prouvent le contraire. Le navire n'a ni agrément ni matériel de pêche, selon le directeur général de la pêche de la région Atsanan. L'organisation de l'État islamique menace d'assassiner un pilote jordanien si Amman ne libère pas une prisonnière irakienne, un échange auquel les autorités jordaniennes sont prêtes à consentir, selon la télévision d'État. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. Des conflits internes agitent le Conseil pour la réconciliation nationale ou FFM. Le président Radonarmapian entre en scène pour résoudre les différends. La gestion des fonds est à la source du problème et voilà, les 4 vice-présidents du FFM ont été destitués. Le Conseil d'État a été saisi. Le Conseil pour la réconciliation nationale est en crise. Les 4 vice-présidents de cet organe contestent les résultats des élections et réclament l'annulation de vote. Ils menacent de porter l'affaire devant le Conseil d'État. Depuis hier, les responsables sur place ont interdit l'accès de la salle de réunion aux journalistes. Aucune information officielle n'a été communiquée. Des sources révèlent que le général Sylvain Raboutoirson, président du FFM, a rencontré le président Radonarmapian ce matin. Le processus de réconciliation commence mal pour le FFM, Conseil pour la réconciliation nationale. Le médiateur reste encore flou. Bien qu'il est l'organe officiel chargé de la mise en œuvre de la réconciliation nationale, il a été largement dépassé. L'on ne sait où le FFM va et comment. Les observateurs estiment que le FFM n'a rien fait de concret. Il se trouve d'ailleurs au second plan depuis les sommets à huis clos lancés par le FFKM depuis le 19 décembre dernier. Le Premier ministre Jean Ravelnariv sera strict. Il prendra les mesures nécessaires en cas de faux pas d'un des membres de son gouvernement. Le suivi de la performance des ministres sera effectué périodiquement. Le chef du gouvernement a fait ses déclarations en marge de sa rencontre avec la Banque mondiale ce jour. Reportage. Un nouveau rappel à l'ordre a été lancé par Jean Ravelnariv. Les programmes ministériels devront être transmis auprès de la primature avant le 6 février. L'assiduité et la performance des membres du gouvernement seront de ce fait contrôlées à la loupe. Un autre défi pour le gouvernement, la poursuite du partenariat avec la Banque mondiale est conditionnée. Un financement à hauteur de 95 millions de dollars a été octroyé par ce partenaire financier. En 2014, dans le court terme, la Banque mondiale se penchera d'abord sur les aides humanitaires suite au passage du cyclone Shedza. Le Premier ministre a mis en avant plusieurs réformes qu'il veut faire et que le gouvernement veut faire. Et la Banque mondiale est tout à fait en accord avec ces réformes. Et je crois que nous sortons de cette réunion très encouragés par le dynamisme que ce Premier ministre et que le gouvernement veut montrer. Parce qu'on a besoin d'aller vite aussi. Donc c'est ça que nous essayerons de faire avec vous. La communauté internationale attend les réformes apportées par le nouveau gouvernement. La réforme foncière, judiciaire et administrative sont les critères imposés par la Banque mondiale afin d'acquérir d'autres financements. Des pierres précieuses et de l'or saisis en 2014 sont encore détenus par le ministère des Ressources stratégiques. La vente ou le retour de ces pierres précieuses attendent le verdict du tribunal. À partir de ce mois de janvier, la préparation des dossiers d'exportation de pierres précieuses bat actuellement son plein dans les régions disposant de ports d'embarquement. Les pierres destinées à l'exportation ne sont plus alors obligées de passer par Antananarivo. Lili Rabiata. L'enquête sur les pierres précieuses saisies en 2014 sont encore en cours. 20 kilos d'or estimés à 15 milliards d'ariars saisis au sein de l'aéroport, avec 11 tonnes de cristal estimées à 3 milliards d'ariars. Aucun verdict n'a jusqu'ici été prononcé sur les lieux d'entreposage de ces pierres précieuses. Seront-elles mises en vente ou retournées vers leurs propriétaires respectifs? Donc c'est depuis octobre 2014 qu'on a envoyé une décision pour tout public de le faire savoir que
c'est à partir du 1er janvier 2015 que les procédures d'exportation des pierres industrielles ne se feront qu'au niveau des ports d'embarquement. Donc, au cas où vous voulez faire l'exportation, par exemple, de nickel, c'est là où vous voulez exporter, embarquer ces pierres que vous allez procéder aux différentes formalités d'exportation pour avoir donc le certificat de conformité d'exportation de ces pierres. Suite à l'exportation illicite de ressources stratégiques de Madagascar, la préparation des dossiers pour l'exportation ne se fait plus à Antananarivo. Elle peut actuellement se faire dans les régions disposant de ports d'embarquement. Cette décision est inscrite dans la politique générale de l'État et elle a été effective depuis ce mois de janvier. D'après les statistiques, il est clair qu'une quantité importante d'or et de pierres précieuses font l'objet de business à Madagascar. D'après les informations, le steward impliqué dans l'affaire d'or Haïvat refuse de retourner à Madagascar. On vous le disait en titre, si les Chinois à bord de Minh Tai Lang persistent et signent qu'il s'agit d'un navire de pêche, les autorités locales, eux, prouvent le contraire. Le navire n'a ni agrément ni matériel de pêche, selon le directeur régional de la pêche de la région, Atsnanan. Dans un communiqué, l'ambassade de Chine avance que le navire transportait des marchandises exportées à l'île Maurice, deux versions totalement différentes. Anchnial, Olive. Le bateau Minh Tai Lang est toujours à Tamatave. Les Chinois affirment aux enquêteurs qu'il s'agit d'un bateau de pêche. Rien ne permet de prouver cette déclaration. Aucun matériel de pêche n'a été trouvé à bord, d'après Ravilson Asniariv, directeur régional de la pêche à Tamatave. Le bateau n'est pas non plus conforme aux normes requises. Il ne dispose ni d'agrément de pêche, ni une quelconque autorisation. L'agence portuaire maritime et fluviale soulève que ni le nom du navire n'est conforme aux documents retrouvés à bord. Selon la loi marchande, le changement de nom de navire nécessite une demande d'autorisation. La PMF suivra de près si ces procédures ont été suivies ou non. L'ambassade de Chine avance une autre version. Dans un communiqué paru sur le site orange.mg, il souligne que Minh Tai Lang a été contraint d'accoster à Tamatave suite au passage du cyclone Chedsta. Il transportait des marchandises vers l'île Maurice, or les compartiments du navire étaient vides lors de son inspection. Suspecté d'exporter illicitement des rondins de bois de rose, l'on ne sait si l'enquête sur cette affaire se poursuit ou non. Aucune arrestation n'a été faite par le comité interministériel depuis sa mise en place au mois de mai. L'État est inactif à ce jour, en dépit des différentes interpellations sur l'exportation illicite de bois de rose. Deux bandits ont ce jour attaqué la Tour Zital. Bilan, une personne a été blessée. Les bandits ont emmené avec eux une boîte remplie d'argent. Le pays vit totalement dans l'insécurité, grognent les témoins. Gaëtan Gislav. Vers 12h30, des tirs ont éclaté devant le grand immeuble de l'Union européenne. Une personne a été gravement blessée par balle. Les bandits ont pu emmener une caisse d'argent. On ignore la somme volée. Deux hommes à moto ont réussi à s'emparer d'une caisse d'argent prévue déposée à la banque. L'on s'étonne qu'un milieu hautement sécurisé et doté de plusieurs caméras de surveillance puisse être victime d'une attaque à main armée. Plusieurs organismes internationaux et des ambassades siègent aux alentours, notamment l'Union européenne. Sur les 3 chefs d'inculpation, le tribunal a retenu 2. Berit est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et la détention de stupéfiants. L'organisation d'une manifestation sans autorisation, par contre, a été rejetée. Le verdict de Berit est sorti cet après-midi vers 14h30. Il écope de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et le paiement d'une amende de 50 000 ariary. Willy Razafzatou affirme qu'il va porter l'affaire devant la cour d'appel. Il plaidera afin que Berit soit totalement acquitté. Sambayit, lui, l'étudiant de l'université de Barikadim à Tamatave, a été acquitté au bénéfice de doute. Rappelons
Geberiz a été arrêté par des éléments de la G6 à son domicile le 7 janvier 2015. Après son audition au parquet, il a été détenu à la maison de force de Tiafa. Et on passe aux actualités internationales. Le sort du pilote jordanien détenu par l'organisation de l'État islamique est suspendu aux négociations entre le groupe terroriste et Hamas. L'État islamique menace d'assassiner l'otage ainsi qu'un journaliste japonais si les autorités jordaniennes ne lui remettent pas sous 24 heures une détenue irakienne. C'est un reportage de France 24. C'est ici, à la frontière turque, que jeudi, avant le coucher du soleil, l'organisation de l'État islamique veut échanger son otage japonais contre une prisonnière irakienne détenue en Jordanie. Faute de quoi, le pilote jordanien enlevé par le groupe serait tué. Voilà en substance le message envoyé par l'organisation de l'État islamique, un message audio lu par Kenji Goto, l'otage japonais, un message non authentifié officiellement et qui a été diffusé via des comptes Twitter liés à l'organisation djihadiste. Ce matin, ce qui apparaît comme un nouveau message de l'État islamique a été diffusé sur Internet et nos services sont actuellement en train de l'analyser. Mercredi soir, devant le palais royal d'Amman, le père du pilote enlevé exhorte les autorités de son pays à tout faire pour libérer son fils. Il exige d'être reçu par le roi Abdallah II, demande acceptée. Le voici après son entrevue, apparemment rassuré. Le roi m'a dit « Moad est mon fils autant qu'il est le tien. Si Dieu le veut, tout ira bien. » La Jordanie s'était dit prête à libérer Sajida al-Rishawi, condamnée à mort pour sa participation à une vague d'attentats en 2005. Et en échange, Amman souhaitait l'assurance que son pilote sera libéré. Mais l'organisation de l'État islamique n'évoque que la libération de Kenji Goto et pas celle du pilote, qui est pourtant la priorité pour la Jordanie. Bâtiments éventrés, rues noyées sous les débris, quartier désert. La victoire des forces kurdes sur les djihadistes de l'organisation de l'État islamique, après plus de 4 mois de combats acharnés, a eu pour conséquence de transformer la ville syrienne de Kobané en champ de ruines. Regardez ce reportage de France 24. 4 mois d'une guerre sans merci. Et voilà ce qu'il reste de Kobani. Une ville aux 3/4 détruite, aplatie. Il y a 2 jours, des combats féroces se déroulaient ici même. Le corps de 9 combattants du groupe État islamique n'ont pas encore été enterrés. Regardez, ce sont des Européens. On peut le voir à leur tête, à la couleur de leur peau. Les combattants kurdes peuvent parader, leurs kalachnikovs recouvertes des couleurs du Kurdistan. Nous avons libéré Kobani. Oui, les Kurdes ont chassé les combattants du groupe État islamique, dont l'étoffe flottait encore il y a peu sur la ville, bien aidés par les frappes aériennes de la coalition, dirigée par les États-Unis. Kobani libéré, mais à quel prix? 50 000 habitants ont fui la ville, très peu sont restés pendant les combats. Cet homme, mandaté par la mairie de Kobani, fait un état des lieux des destructions. Ces maisons ont été complètement détruites. Personne ne peut vivre ici. J'ai écrit là, sur la feuille, c'est invivable. Il faudra du temps avant que Kobani ne retrouve un semblant de normalité. Et ce d'autant plus que le groupe État islamique a des positions à 500 mètres de là et menace en permanence de relancer les hostilités. L'heure est au rappel des grands points développés dans ce journal ce jeudi 29 janvier. Des conflits internes agitent le Conseil pour la réconciliation nationale, ou FFM. Le président Razon Armapian entre en scène pour résoudre les différends. La gestion des fonds est à la source du problème. Des pierres précieuses et de l'or saisis en 2014 sont encore détenus par le ministère des Ressources stratégiques. À partir de ce mois de janvier, la préparation des dossiers d'exportation de pierres précieuses bat actuellement son plein dans les régions disposant de ports d'embarquement. Et enfin, 2 bandits ont ce jour attaqué la tour Zital. Une personne a été blessée. Les bandits ont emmené avec eux une boîte remplie d'argent. N'oubliez pas que ce programme est disponible sur notre site tv.cool.fr.
MG. Et dans un instant, ne ratez pas votre série Perception ainsi que des films dont le premier s'intitule Otage. Voilà pour l'essentiel. À toutes et à tous, merci d'être restés avec nous. On se retrouve donc demain à la même heure, bien évidemment, sur Cool TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.